Si on devait résumer, l'image aujourd'hui qu'on a de Sherlock Holmes est une succession d'évolutions, d'améliorations par diverses sources. La première peut-être de ces sources, ça va être Conan Doyle lui-même dans ses écrits, ou Watson, si on considère que Watson est l'agent littéraire, que Conan Doyle est l'agent littéraire, que Watson est simplement le narrateur, l'ami réel de Sherlock Holmes. Est-ce que vous savez que pour certains Anglais, quand on les a interviewés, on leur a demandé est-ce que Winston Churchill, est-ce que Jack l'Éventreur, est-ce que Sherlock Holmes ont existé? La plupart des gens répondent Winston Churchill, je ne connais pas. Jack l'Éventreur, non, lui c'est un personnage de fiction. Et Sherlock Holmes, ah ouais, c'est sûr, il existe. On a entendu parler. Il faut savoir que, pour vous donner une petite idée de ce que représente Sherlock Holmes dans le monde anglo-saxon, mais aussi à une bonne partie de Français par exemple, Sherlock Holmes c'est plus que le Père Noël, celui à qui on envoie le plus de courrier encore aujourd'hui. Donc c'est un personnage qui a été pastiché dans le monde, plus que Dracula, qui est quand même une sacrée personnalité, et encore plus qu'un certain Jésus. Vous connaissez peut-être pas tous, hein, parce que tout le monde connaît Sherlock Holmes, c'est peut-être pas forcément Jésus, mais sachez que ces personnes-là ont été moins portées à l'écran et dans les œuvres littéraires que Sherlock Holmes lui-même. Alors ma première, pour vous parler de ce Sherlock Holmes qu'on connaît aujourd'hui et qui est pour moi une évolution pastichée de cet enquêteur génial, je voudrais vous dire d'abord qu'il a été élevé au pastiche. Pourquoi? Parce que quand Conan Doyle nous parle de ce personnage, hein, j'irais jusqu'à dire, peut-être comme vous, qu'il l'a inventé, et il ne le fait pas ex nihilo. Il va d'abord le créer d'après des personnages qui ont déjà existé. Alors mon pseudonyme, c'est Chevalier Altamont de Lupin. Il faut savoir que un personnage emblématique d'Edgar Poe, c'est le Chevalier Lupin. Un personnage qui est déjà un enquêteur et qui a déjà fait l'objet de 3 nouvelles policières par Edgar Poe. En France, on a des auteurs qui se sont ingéniés à mettre en exergue un nouveau genre, qui s'appellera bien sûr après le roman policier, notamment un auteur qui s'appelle Émile Gaboriau. Émile Gaboriau, il va lui, dans une enquête qui s'appelle l'affaire Le Rouge, qui va créer un personnage qui s'appelle l'inspecteur Lecoq. Et aussi un autre personnage, un peu moins connu, qui s'appelle le Père Tabaret, qui sont deux enquêteurs que Conan Doyle, lors d'une étude en rouge, donc dans le premier roman qui va faire découvrir au lecteur qui est Sherlock Holmes par la parole watsonienne, Conan Doyle va y faire référence. Celle de ce professeur dans des enquêtes un peu psychédéliques et un peu plus fantastiques que celle du vrai professeur Bell menait. Et pour vous dire un petit peu qui était ce personnage de Joseph Bell, je vais vous raconter une anecdote réelle qui est relatée par Conan Doyle dans ses mémoires. 1876, à la faculté de médecine d'Édimbourg, le professeur Joseph Bell s'adresse à un patient qu'il voit pour la première fois. « Vous, mon ami, vous avez servi dans l'armée ?»« Oui, monsieur, » répondit l'homme habillé en civil. « Cela ne fait pas longtemps que vous avez quitté votre service ?»« Non, monsieur. »« Vous appartenez à un régiment des Highlands ?»« Oui, monsieur. »« Sous-officier ?»« Oui, monsieur. »« Vous étiez stationné à la Barbade ?» Oui, monsieur. Vous voyez, messieurs, déclare Bell en s'adressant à son auditoire, c'est un homme respectueux qui s'est présenté devant vous, mais il n'a pas ôté son chapeau.
C'est une pratique usuelle dans l'armée. Il se serait naturellement adapté aux usages de la vie civile s'il avait quitté l'armée depuis un certain temps. Il émane de lui une certaine autorité. Il est certainement écossais. En ce qui concerne la Barbade, il se trouve qu'il souffre d'éléphantiasis, et c'est une maladie que l'on trouve là-bas, pas en Grande-Bretagne. Vous voyez, si ce genre de démonstration ne vous rappelle pas Sherlock Holmes, il faut que vous relisiez Sherlock Holmes. Alors les talents du professeur Bell ne sont pas les seuls du monde tangible à participer au processus d'incarnation de Sherlock Holmes. Il faut y inclure également des capacités qui sont propres à Conan Doyle, qui a été d'ailleurs l'assistant personnel du professeur Bell à l'école d'Édimbourg. Conan Doyle, dans sa vie, va devenir réellement Sherlock Holmes à travers plusieurs affaires, parce qu'il va vouloir faire œuvre de justice pour contrer l'injustice. Il y a une célèbre affaire qui a été révélée dans un roman, par exemple, de Julian Barnes, à dernièrement. Conan Doyle a révélé qu'une personne qui s'appelait George Edalji, qui était d'origine indienne et qui était affligé d'une maladie de l'œil et qui était accusé d'avoir fait des mutilations de chevaux la nuit, ne pouvait pas être le coupable que la police désignait parce que justement il avait un handicap oculaire. C'était d'autant plus évident pour Conan Doyle de le voir et de le lire que lui-même a essayé de faire une spécialisation en ophtalmologie. Il y a eu cette affaire, et également une autre affaire qu'on peut citer pour montrer les capacités de Doyle à trouver la vérité dans des cas maltraités, on va dire, par la police. C'est le cas d'Oscar Slater. Alors ce gars, il a passé quand même 16 ans derrière les barreaux, accusé à tort d'avoir tué une vieille femme, au seul prétexte qu'il avait déjà été condamné pour vol et qu'on l'a trouvé en possession avec un bijou ressemblant à celui de la victime. C'est un peu mince quand même. Et Conan Doyle va non pas réussir à le faire réhabiliter, mais en tout cas le faire sortir de prison. Donc après Joseph Bell, donc il y a Conan Doyle. La troisième figure qu'on peut considérer avoir inspiré Sherlock Holmes, en étant quelqu'un que vous connaissez bien, je pense, en France, c'est Vidocq. Pourquoi Vidocq Vidocq, c'est un ancien forçat évadé du bagne. Alors c'est pas le cas de Sherlock Holmes, qui sait, mais en tout cas il est devenu chef de la sûreté, fondateur de la première agence de détectives privés, roi de l'infiltration par le biais du déguisement et solliciteur d'une kyrielle d'indices auquel aurait pu par exemple appartenir, si on peut prendre le parallèle des aventures de Sherlock Holmes, aux irréguliers de Baker Street, vous savez, les gamins des rues qui de temps en temps font irruption dans le 221B de Mrs. Hudson et qui les ferait particulièrement d'ailleurs pour Dame. Ensuite, une autre personne qui peut avoir contribué à la création de Sherlock Holmes, c'est une personne assez truculente et excentrique qui s'appelle Oscar Wilde. Pourquoi ? Parce qu'un jour, quand un monsieur qui dirige le Gilpin Scott Magazine, un Américain, vient rencontrer Conan Doyle et notamment Oscar Wilde pour leur donner une mission, c'est pour lancer la version anglaise du magazine. Il va leur demander d'écrire en un mois, un roman. Oscar Wilde va écrire le portrait de Dorian Gray, Conan Doyle va écrire le Signe des Quatre, et il y aura une rencontre qui sera au Langham Hotel en Angleterre, où Oscar Wilde sera en face de Conan Doyle et ils vont échanger. Et bien qu'on n'en ait pas encore la preuve écrite, il est fort probable qu'Oscar Wilde ait considéré et dit à Conan Doyle, on sait que Oscar Wilde avait lu Une étude en rouge, il lui a conseillé d'agrandir la part d'ombre de son héros. Et il lui aurait conseillé d'avoir certains penchants que peut-être lui-même avait, c'est-à-dire par exemple d'être un opiomane. Donc après Vidocq et Oscar Wilde, on peut considérer qu'un autre homme a pu influencer Sherlock Holmes. Dans Le Chien des Baskerville, Conan Doyle fait dire à l'un de ses clients qu'Alphonse Bertillon, criminologue notoire de son époque, est le plus grand expert en Europe, Holmes n'étant que le second. Donc évidemment, un expert de la police scientifique était naissante à l'époque, et qui sera développé ensuite par l'élève de Bertillon, qui sera le professeur Lecard, qu'on nommera le Sherlock Holmes français. On peut considérer que Bertillon a également influencé Conan Doyle pour les méthodes de police scientifique de Sherlock Holmes. Enfin, et quant au tempérament d'artiste de Sherlock Holmes, Conan Doyle établit sa provenance dans l'aventure de l'interprète grec en disant qu'il est le petit-fils de la sœur de Vernet. Vernet qui est un peintre français, sans mentionner son prénom, ce qui est dommage, parce qu'il y a eu plusieurs Vernet peintres, Horace et Karl notamment.
Donc, pour élucider le mystère de savoir quel Vernet a inspiré Sherlock Holmes, il n'y aura plus qu'une voie, celle du pastiche. Deuxième point que je voudrais aborder avec vous, c'est de dire que Sherlock Holmes est un pastiche imbu de lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Attention, Encore. Je suis encore plus maladroit que le docteur Watson, avec ses notes, parce qu'il en a fait des maladresses. Chacun sait que la création majeure de Conan Doyle, dès sa publication dans son magazine, a créé un engouement phénoménal. Cet engouement va dépasser les espérances de Conan Doyle et peut-être même dépasser sa désespérance, puisqu'il va décider un jour de le tuer, parce que lui, son rêve à Conan Doyle n'était pas de créer un détective et d'en recevoir le fruit. Pour lui, ça sera purement alimentaire. Personne n'a dit mon cher Watson. Dommage. Mais il voulait écrire des romans historiques. Et comme il voit qu'il est obligé, parce qu'il est tellement sollicité par son éditeur, d'écrire sans arrêt l'histoire de Sherlock Holmes, il dit ok, j'en ai marre, il n'y a plus qu'une solution, je le descends. Mais c'est pas si simple. Donc vous savez qu'il va le faire trucider par le professeur Moriarty en Suisse, en le balançant des hauts des chutes du Reichenbach. Mais si on revient aisément de Suisse, on ne revient pas d'une chute mortelle, ni de celle du Reichenbach, en compagnie du Napoléon du crime, sans séquelles. La principale d'entre elles pour Conan Doyle fut qu'il a perdu totalement l'enthousiasme d'écrire des histoires policières. Non seulement il veut écrire des histoires historiques, mais il a même perdu pratiquement le goût d'écrire. Il lui manque l'inspiration. Quand un auteur manque d'inspiration, il lui reste plus que son entourage proche pour leur donner des idées. Sa mère, ses amis. C'est ce qui va se passer pour la suite des événements, pour son écriture. Alors, il est tellement embringué dans sa neurasthénie que même son goût d'écriture historique ne va pas prendre. Il va avoir beaucoup de mal à écrire un roman qui s'appelle L'Oncle Bernac. Et malgré lui, il va écrire des histoires qui pourraient tout à fait être interprétées par Sherlock Holmes, où il y avoir un rôle, j'y reviens tout à l'heure, dans des autopastiches. Et ça va annoncer une période où il se convainc qu'il est inéluctable que Sherlock Holmes reviendra sur le devant de la scène. Maintenant, pour le faire revenir, il va le faire sur la suggestion d'un de ses amis, qui s'appelle Bertram Fletcher Robinson, qui va lui expliquer une légende de chiens qui attaquent des populations, des histoires dont on a certains intervenants de cette médiathèque ont déjà traité le sujet. Fletcher Robinson donc, va lui donner l'idée du chien des Baskerville. Il lui manque juste une chose, c'est quel héros va apparaître dans cette œuvre. Évidemment, inéluctablement, ça sera Sherlock Holmes qui va le faire, mais dans cette histoire, Sherlock Holmes n'intervient que très très peu. C'est le docteur Watson qui fait un rapport à Sherlock Holmes, il est lui l'homme de terrain qui gère l'enquête, et Sherlock Holmes n'arrive qu'à la fin, comme un Deus ex machina, pour solutionner ça. Est-ce qu'on peut dire que c'est le vrai Sherlock Holmes? Non. Pour moi, c'est une version pastichée du Sherlock Holmes original, et qui tire un petit peu dans le domaine du fantastique, comme ensuite Jean Rey s'en saisira pour faire son Harry Dixon. Donc pour moi, le chien des Baskerville est un pastiche. Un universitaire qui s'appelle M. Bayard a même émis l'idée que Conan Doyle lui-même s'est trompé de coupable. C'est même pas Stapleton qui est réellement le coupable de l'histoire, c'est plutôt le professeur Mortimer. Et moi, j'en ai trouvé même un autre. Vous voyez comme cette histoire est bancale. Et pourtant, c'est celle du retour éditorial de Sherlock Holmes. Le vrai retour de Sherlock Holmes, par contre, dans ses aventures, c'est dans une aventure qui s'appelle La Maisonville. Mais le Sherlock Holmes, là encore, qui apparaît dans cette histoire, et dans les histoires successives de celle-ci, c'est pas le même Sherlock Holmes. Il se drogue plus. Vous vous rendez compte? Il est plus sarcastique. Il aime les gens. Il rigole avec Watson. Qu'est-ce que c'est que ce Holmes? Alors, pour moi, c'est pas le même. Et si c'est pas le même, soit c'en est un autre, soit c'est le même, mais pastiché. Alors, c'est pourquoi, en faisant appel à autant de collaborateurs pour lui donner des idées pour continuer les aventures de Sherlock Holmes, notamment de sa maman, il est inévitable que ses proches s'en moquent et décident également de le caricaturer en écrivant peut-être quelques pastiches. Un de ses meilleurs amis avec qui il écrit une pièce qui ne va pas du tout avoir de succès, va lui écrire donc, une aventure qui s'appelle L'aventure des deux collaborateurs. Et cet auteur, c'est James Barrie, qui a créé notamment Peter Pan. Et il va lui écrire un pastiche pour railler leur insuccès dans cette pièce. Il y en aura d'autres. Un célèbre auteur de l'époque, si vous connaissez Tom Sawyer, et bien son créateur, Mark Twain,
va écrire un pastiche abominable au point de vue littéraire de ma part, qui s'appelle, en français qu'on a traduit par Plus fort que Sherlock Holmes, et qui est une sorte de satire d'une étude en rouge, et qui peut-être traduit le malaise de Twain en lisant l'œuvre de Conan Doyle, où les Américains ne sont dépeints que par des sociétés secrètes, ou une version en tout cas très violente de ce continent, qui, tout le monde le sait, est très pacifique. Donc vous voyez, ses proches eux-mêmes écrivent des pastiches, alors que Conan Doyle n'a même pas fini la geste holmésienne. Après, Sherlock Holmes pastiche un de lui-même, et inévitablement, je vais vous dire que l'archétype de Sherlock Holmes est noyé dans le pastiche. Il est faux de croire que Sherlock Holmes, tel qu'on le se représente aujourd'hui, est uniquement sorti de la cervelle de Conan Doyle. Pour vous le prouver, je vais vous dire simplement ce que Watson d'abord en dit dans une étude en rouge. Watson dit ceci. « J'ai remarqué dans ses yeux une expression si vide, si rêveuse, que j'aurais pu le soupçonner de s'adonner à l'usage de quelques narcotiques si la sobriété et la rectitude de toute sa vie n'eussent interdit une telle supposition. Sa personne même et son aspect étaient tels qu'il ne pouvait pas ne pas attirer l'attention de l'observateur le plus fortuit. Il mesurait un peu plus d'1,80 m, mais il était si maigre qu'il paraissait bien plus grand. Ses yeux étaient aigus et perçants, excepté pendant ces intervalles de torpeur auxquels j'ai fait allusion. Et son mince nez aquilin donnait à toute son expression un air de vivacité et de décision. Son menton proéminent et carré indiquait l'homme résolu. Ses mains étaient constamment tachées d'encre et de produits chimiques, et pourtant il avait une délicatesse extraordinaire du toucher, ainsi que j'avais eu fréquemment l'occasion de le constater en le regardant manipuler ces fragiles instruments. Alors, ce qui est remarquable dans l'écriture de Watson, contrairement à la bêtise qu'on peut lui croire, c'est que lui-même, Watson, là, fait des déductions. Vous avez entendu comme moi qu'il le soupçonne de se droguer sans le dire. Vous avez entendu comme moi qu'il voit l'homme d'action en lui. Donc Watson fait preuve de lucidité. Et par cette lucidité, et c'est juste ces quelques lignes qui nous décrivent très peu finalement le personnage, il met quand même le lecteur sur la voie de ce que c'est que vraiment Sherlock Holmes. Le premier qui va illustrer Sherlock Holmes dans le livre, c'est le papa de Conan Doyle. Et il va trouver un moyen de le dépeindre, qui n'a pas été retenu par l'histoire. Il va lui affubler une longue barbe noire, pas très saillante. Celui qui a vraiment donné les traits les plus communément acceptés par nous autres pour Sherlock Holmes, c'est un illustrateur du Strand Magazine qui s'appelle Sidney Paget. C'est lui qui va lui donner cet aspect qu'on a retenu. Conan Doyle, de Paget, va dire quelque chose. L'image que j'ai de Sherlock Holmes, je veux dire de l'homme tel que je me le représente, est très éloignée du portrait que M. Paget a fait de lui dans le Strand Magazine. Je suis néanmoins très satisfait de son travail et comprends parfaitement l'aspect qu'il a voulu donner au personnage. Je suis même prêt à imaginer, comme M. Paget l'a croqué, mais dans mon esprit, Holmes tient plus du rapace, voire même du peau rouge. Cependant, si je l'ai dit, les dessins de M. Paget me plaisent énormément. Donc, admiré de Conan Doyle, ce monsieur fut le premier à attribuer à Sherlock Holmes l'aspect qu'on lui prête aujourd'hui. Alors, quelle chose Sidney Paget a attribué à Sherlock Holmes? Ceci, que les Anglais appellent une deerstalker, cette casquette à rabat pour les oreilles et à double visière. C'est Paget qui la dessine le premier. Ceci, que les Anglais vont appeler une Lingard Escape, qu'en France, maladroitement, on appelle une sorte de Macfarlane, c'est encore une fois Paget qui va lui attribuer. Dans quelles aventures? Il va le faire en 1891 dans l'aventure du mystère du Galapagos et 2 ans plus tard dans Flamme d'argent. À ceci près que la Lingard Escape, il va lui mettre une capuche. Donc c'est une sorte de houppelande. Quand je vous parlais du Père Noël tout à l'heure, on se demande si c'est pas le Père Noël qui aurait pastiché Sherlock Holmes pour son image personnelle. Heureusement que c'est pas du houppelon rouge. Malgré tout, cette tenue, elle est plutôt excentrique pour l'anglais moyen, spécialement parce que c'est pas une tenue de ville. Pourquoi on la retient alors?
comme tel aujourd'hui. Eh bien, il y a un film en 1979 qui s'appelle Meurtre par décret, qui pousse le ridicule vestimentaire de Sherlock Holmes à son comble, parce qu'il le fait assister à un opéra vêtu de cet accoutrement. Et moi, je peux vous dire qu'en Angleterre, les Anglais ont réagi de manière tout à fait hilare à ce genre de costume. Eh bien, moi, je considère que c'est donc le ridicule, et un ridicule, on va dire, aventureux, qui fait qu'on a retenu définitivement aujourd'hui cette tenue. Parce que si on est capable de le mettre dans nos films et de l'accepter tel que, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte demain de l'habiller autrement? Voilà. Alors, au-delà de ces deux vêtements, il y a d'autres artefacts, d'autres articles qui font qu'on connaît Sherlock Holmes. Dans Le visage jaune, le compagnon de Watson déclare: « Il arrive que les pipes présentent un intérêt extraordinaire. Il n'y a rien qui possède autant de personnalité en dehors peut-être des montres et des lacets de chaussures. Personnellement, je connais personne pouvant identifier Sherlock Holmes grâce à sa montre et ses lacets de chaussures. Il en va bien sûr différemment de la chose telle que décrite dans la Ligue des Hommes Roux, lui permettant par épuisement fumeux d'un fourneau rempli par 3 fois successives de résoudre les problèmes les plus ardus. Sherlock Holmes parle de problème à 3 pipes. » Alors, cette pipe, alors je vous ai apporté celle-ci, mais on pourrait en prendre d'autres. Dans le canon, dans les écritures des aventures de Sherlock Holmes, on ne cite pas la pipe qu'on lui voit à l'écran, cette pipe qu'on appelle la pipe calabash. On ne nomme qu'une pipe en terre noire, une pipe d'écume, une pipe en merisier, et c'est à peu près tout. Alors pourquoi à l'écran on lui attribue cette grosse pipe courte qu'on appelle la pipe calabash? Eh bien, c'est dû principalement au théâtre et à un homme qui s'appelle Gillette. Ce personnage, quand il met sur scène Sherlock Holmes, il décide bien sûr d'avoir une pipe, mais une pipe dont le fourneau, porté bas, ne va pas le gêner ni pour parler, ni pour la vision, ne va pas gêner non plus la vision du public, et surtout ne va pas lui envoyer de la fumée dans les yeux. Et depuis ce jour-là, eh bien, quand on le porte à l'écran ou à la scène, on va imiter ce monsieur Gillette. Alors pourquoi? Il l'a simplement incarné pendant plus de 30 ans à travers le monde, et principalement, bien sûr, aux États-Unis. Qu'est-ce que Conan Doyle disait de ce monsieur Gillette? Il n'est pas donné à tout le monde de voir l'enfant de son cerveau doué de vie par le génie d'un grand et sympathique artiste. J'ai pourtant eu ce bonheur, quand M. Gillette, avec l'immense talent qu'on lui connaît, a décidé de faire montrer Sherlock Holmes sur les planches. Quelle meilleure façon de conclure cet article qu'en remerciant l'homme qui a transformé une créature immatérielle en un être humain, de chair et de sang. Pour anecdote, il est à noter à sa sortie que la pièce de Gillette, puisqu'on parle de pastiche aujourd'hui, principalement, faut que je m'adjoigne une secrétaire, principalement, cette pièce, qui s'appellera Sherlock Holmes, va être pastichée également en comédie musicale et aussi en parodie dès sa sortie. Ce qui est étonnant, c'est que Conan Doyle, par rapport à ce monsieur Gillette, contrairement à son habitude, dans une correspondance, va lui dire « Vous pouvez tuer Holmes ou le marier, ou tout ce que vous voulez. » Donc il lui laisse une liberté absolue d'en faire ce qu'il en veut. Principalement, donc on retient Gillette, que sur scène, il lui fait porter, comme Paget l'avait fait dans ses dessins, la Deerstalker, une élégante robe de chambre, une Inverness Cape, lui mettre une pipe calebasse dans la bouche, et perceptiblement également, lui donner une fréquente réplique. Vous avez une idée de cette réplique, monsieur? Pas du tout. Élémentaire, mon cher camarade. Alors d'où vient le Elementary, my dear Watson? Ça viendra plus tard. Et comme peu savent, la première fois que ça apparaîtra, alors à l'écrit, ça sera par Adrian Conan Doyle et John Fitz Rodcar, quand ils écriront 12 pastiches. Adrian Conan Doyle, pour information, était le fils de Sir Arthur Conan Doyle. Et il va écrire 12 pastiches où cette célèbre réplique apparaîtra. Mais elle apparaîtra également, avant d'apparaître dans ce pastiche-là, dans un roman d'Agatha Christie, qui s'appellera The Secret Adversary. Elle apparaîtra encore bien plus tôt, en 1909,
dans un pastiche humoristique de P.G. Wodehouse, qui lui mettra cette réplique « Elementary, my dear Watson » et il rajoute encore un « Elementary » à la fin. Et dès 1900, dès 1905, dans les journaux, vous voyez moult publicités qui utilisent déjà cette réplique. Donc elle a été adoptée par quasiment tous les médias en même temps. Alors pourquoi ce Elementary, my dear Watson est devenu emblématique du personnage de Sherlock Holmes? Pour moi, parce qu'elle symbolise quelque chose qui est très important pour M. Holmes, c'est Watson lui-même. Je suis un peu gavé en disant que Watson est une chose. Cette chose, littéralement, personnifiée par Watson, c'est l'amitié. C'est un duo irremplaçable. Et c'est pour ça qu'elle prend certainement toute son ampleur, parce que Watson, c'est quand même le seul homme qui écoutait en permanence le cœur de Sherlock Holmes, et pour ça, il n'a même pas besoin de stéthoscope. Alors, Watson, dans les films, on le voit plutôt comme un bonnet. La plus célèbre incarnation pour moi de Watson, c'est celle que Nigel Bruce fera dans 14 films, où Basil Rathbone va incarner Sherlock Holmes. Sauf peut-être une œuvre récente, qui est pour moi une œuvre de génie, qui s'appelle Without a Clue, qui a été traduite très maladroitement en France par Élémentairement Sherlock Holmes, pardon, où là, on inverse les rôles et on fait en sorte que Watson est le génie du duo, et le Sherlock Holmes est un acteur, un vulgaire poivron, qui va jouer auprès de lui les génies uniquement pour limiter les relations avec la presse, essentiellement. Alors, pour ceux qui se sont lassés un petit peu de ce duo, eh bien, ceux qui vont vouloir mettre en scène et continuer d'utiliser le personnage de Sherlock Holmes, à travers le pastiche, on va faire en sorte de lui adjoindre parfois un remplaçant à Watson. Et même plus souvent, en diminuant encore son rôle de faire valoir qui était déjà si dégradant pour une majorité de personnes, on va lui adjoindre même une troisième personne. Mais cette fois-ci, c'est une personne qui fera de l'ombre encore plus à Watson et qui sera peut-être une sommité. Alors, vous avez tous lu peut-être comme pastiche des pastiches mettant en scène Marx avec Sherlock Holmes, ou alors Einstein avec Sherlock Holmes, ou Tarzan, ou Fu Manchu, voire même dernièrement Lucifer. J'en passe et des meilleurs. Alors, pour compléter cet archétype qui définit si bien aujourd'hui Sherlock Holmes, il y a d'autres objets que vous connaissez. Alors, des postiches, des éléments de déguisement, une paillasse de chimie, un revolver, le train, on pourra peut-être même ajouter le brouillard. Et bien sûr, ces articles, tous ces autres articles qui vont définir l'archétype, ils vont servir à quelque chose aujourd'hui, quelque chose qui donne une dimension supplémentaire au personnage, c'est l'émotion. Chaque fois que vous allez voir aujourd'hui un film de Sherlock Holmes, les éléments que je viens de vous livrer, la loupe, quand vous voyez Sherlock Holmes qui agite sa loupe à 1 mètre du sol et qui furette pour trouver un mégot de cigarette, on dirait peut-être un animal, une créature à 4 pattes, un limier, c'est un chien après tout. Vous allez le voir prendre le train d'une façon épique, comme dans l'adaptation du film qui s'appelle L'attaque de l'Orient Express en France. Quoi d'autre encore? La chimie, dans certains films, vous allez le voir utiliser une machine à fumer, que sais-je encore. Tous ces artefacts vont transmettre de l'émotion et le public va passer tantôt du rire, tantôt aux larmes pour comprendre qui est Sherlock Holmes. Alors, autre chose, pour terminer cet archétype, il y a encore 2 choses à vous évoquer. C'est d'abord son nom. Je pense qu'aujourd'hui, on ne connaîtrait pas Sherlock Holmes s'il ne s'appelait pas Sherlock. Là, Conan Doyle, pour moi, a fait quelque chose de très fort. Il a été très fort, très loin dans le ridicule. Avant de l'appeler Sherlock Holmes, il avait pensé à Sherringford, par exemple. Et pour Watson, à Roman Sacker. Ce sont des noms qu'on ne peut que retenir par leur incongruité ou par le peu d'usage qu'on en fait dans la vie de tous les jours. Je vois mal nommer un enfant Sherlock, quoique je connais quelqu'un qui l'a fait. Alors, l'excentricité de ce nom a enflammé l'imagination de beaucoup d'auteurs à travers le pastiche. Je vais vous en donner quelques-uns. On a créé des personnages qui s'appellent des Amenhotep Saapou, des Bumlock Toms, des Comrade Sherlock, des Dreadlocks Holmes, des Escott, des Philip Holmes, des Goldilocks Holmes, j'en passe et des meilleurs. Donc,
des auteurs se sont inspirés de ce ridicule, de ce nom, pour créer des détectives plus incroyables les uns que les autres, avec des noms plus improbables les uns que les autres. Donc ça contribue bien sûr à l'évolution du pastiche. Et ensuite, alors le plus célèbre de ce qui caractérise l'archétype holmésien, c'est certainement ce que les Allemands appellent Sherlockieren, ou les Sud-Américains Sherlock Holmes. Ce sont ces fameuses déductions extraordinaires de Sherlock Holmes. Et je vous parlais tout à l'heure de Zadig, de Voltaire, et je vais vous lire un passage de cette œuvre, et vous allez me dire si vous reconnaissez Sherlock Holmes là-dedans. Un jour, se promenant auprès d'un petit bois, il vit accourir à lui un eunuque de la reine, suivi de plusieurs officiers qui paraissaient dans la plus grande inquiétude, et qui couraient çà et là, comme des hommes égarés qui cherchent à qui ils ont perdu le plus précieux. « Jeune homme, lui dit le premier eunuque, n'avez-vous point vu le chien de la reine ?» Zadig répondit, « Modestement, c'est une chienne et non pas un chien. »« Vous avez raison, reprit le premier eunuque. C'est une épagnole très petite, ajouta Zadig. Elle a fait de plus peu des chiens. Elle boite du pied gauche de devant et elle a des oreilles très longues. »« Vous l'avez donc vue ?» dit le premier eunuque tout essoufflé. « Non, répondit Zadig, je ne l'ai jamais vue et je n'ai jamais su si la reine avait une chienne. » Le grand veneur et le premier eunuque ne doutèrent pas que Zadig n'eût volé la chienne de la reine. Ils le firent conduire devant l'assemblée du grand Desterham, qui le condamna au knout et a passé le reste de ses jours en Sibérie. À peine le jugement fut-il rendu qu'on retrouva la chienne. Les juges furent dans la douloureuse nécessité de réformer leur arrêt, mais ils condamnèrent Zadig à payer 400 onces d'or pour lui avoir dit n'avoir point vu ce qu'il avait vu. Il fallut d'abord payer cette amende, après quoi il fut permis à Zadig de plaider sa cause au conseil du grand Desterham. Il parla en ces termes. « Étoile de justice, abîme de science, miroir de vérité, qui avait la pesanteur du plomb, la dureté du fer, l'éclat du diamant et beaucoup d'affinité avec l'or. Puisqu'il m'est permis de parler devant cette auguste assemblée, je vous jure par Osmad que je n'ai jamais vu la chienne respectable de la reine. Voici ce qui m'est arrivé. Je me promenais vers le petit bois où j'ai rencontré depuis le vénérable eunuque et le très grand illustre veneur. J'ai vu sur le sable les traces d'un animal et j'ai jugé aisément que c'était celle d'un petit chien. Des sillons légers et longs imprimés sur de petites éminences de sable entre les traces des pattes m'ont fait connaître que c'était une chienne dont les mamelles étaient pendantes et qu'ainsi elle avait fait des petits il y a peu de jours. D'autres traces en un sens différent qui paraissaient toujours avoir rasé la surface du sable à côté des pattes de devant ont appris qu'elle avait des oreilles très longues. Et comme j'ai remarqué que le sable était toujours moins creusé par une patte que par les trois autres, j'ai compris que la chienne de notre auguste reine était un peu boiteuse, si je l'ose dire. On reconnaît parfaitement les déductions à la Sherlock Holmes dans cette histoire. Et pour renforcer le côté pastiche de Zadig, Voltaire a été accusé d'avoir piqué cette idée à un autre auteur plus ancien, lui-même. J'en viens maintenant à me demander, et à vous le demander par la même occasion, pourquoi Sherlock Holmes a-t-il toujours sa dose de pastiche ? Parce qu'aujourd'hui, la première des raisons pour moi, c'est que, si elle se perpétue, c'est que Conan Doyle en a fait déjà une tradition depuis son vivant. D'abord, comme je vous le disais, surtout si un auteur a du succès avec son personnage, la nature a horreur du vide littéraire. Donc vous pensez bien que George Nunez, qui était l'éditeur de Conan Doyle, lui a demandé sans arrêt des histoires, et que quand Conan Doyle a tué son personnage, il a bien fallu le remplacer. Ce qui s'est passé pendant cette période douloureuse pour le public londonien, qui avait perdu un cher ami d'aventure, c'est que Conan Doyle a reçu une pléiade de courriers du monde entier, d'auteurs divers et variés, lui proposant de reprendre à leur compte le personnage de Sherlock Holmes, avec son aval. Évidemment, Conan Doyle leur opposa un refus catégorique. Est-ce que vous croyez que ça a arrêté ces braves gens ? Pas du tout. La preuve en est qu'un certain Maurice Leblanc en France, lorsqu'il crée son personnage d'Arsène Lupin, non seulement il le fait à la demande de son éditeur, pour créer une sorte d'anti-Sherlock Holmes qui aurait des vertus différentes du détective, mais qui plairait au public français. Alors, bien sûr, Arsène Lupin et Maurice Leblanc dans l'Aiguille creuse, mais aussi dans Arsène Lupin rencontre Sherlock Holmes, il va utiliser le même personnage. Alors Conan Doyle va le menacer de procès, et on va changer le nom de Sherlock Holmes en Herlock Sholmes. Alors Maurice Leblanc, lui, il n'a pas eu l'aval, il a continué, il y en a eu d'autres.
sauf un seul, un Américain, donc du vivant de Conan Doyle, que Conan Doyle va autoriser à écrire des histoires de Sherlock Holmes à la seule condition qu'il change le nom du héros. Cet auteur, qui est très connu aujourd'hui pour être un écrivain de science-fiction, et un pionnier de l'œuvre de Lovecraft, puisqu'il a été son premier éditeur aux États-Unis, il s'appelle August Derleth. Et il a créé un personnage qui est pour moi aussi fabuleux que Sherlock Holmes dans les histoires qu'il écrit, c'est Solar Ponce. Alors évidemment, les auteurs qui se sont ingéniés à écrire des nouvelles de Sherlock Holmes l'ont fait aussi pour expliquer sa disparition. Vous pensez bien que pendant les 3 ans du hiatus, entre le moment où Moriarty le tue et le moment où il revient dans la maison vide, il faut expliquer ce qu'il a fait. Donc on va se jeter à bride abattue sur le hiatus pour expliquer pourquoi il a été au Tibet, qu'est-ce qu'il a été faire en Italie, etc., etc. Alors, la notion de pastiche a été aussi, pour utiliser un anglicisme, boostée, parce que certains sont amusés de l'écriture de Conan Doyle et des erreurs que Watson nous transmettait par sa plume. Un monsieur qui s'appelle Ronald Knox va donner lieu à ce qu'il appelle le grand jeu, où il va repérer les incohérences que je vous citais, et il va en faire une sorte de science amusante qu'on appelle aujourd'hui l'holmésologie, ou pour les anglo-saxons, la Sherlockiana. Un exemple, Watson déclare dans une aventure de Sherlock Holmes qu'il s'est blessé en Afghanistan à l'épaule. Dans une autre aventure, il dit qu'il est blessé à la jambe. Vous connaissez beaucoup de gens qui ont été blessés à la guerre et qui oublient l'endroit de leur blessure. Il y a des petits malins, j'en connais un qui s'appelle le chevalier Altamont de Lupin qui est devant vous aujourd'hui, il dit, il y a peut-être une explication. Est-ce qu'il n'y a pas un endroit entre l'épaule et la jambe qu'on ne pourrait nommer pour cause de pudeur et qui ferait croire à une blessure difficilement acceptable? Vous êtes très vicieux, vous avez pensé à la même chose que moi. Alors que moi je suis tout à fait vertueux, évidemment. Une autre personne importante pour l'holmésologie va s'appeler Baring-Gould, William Baring-Gould. C'est une personne qui, non contente d'expliquer les incohérences du canon, telles que la blessure que je viens de citer, va aussi faire œuvre d'extrapolation. On ne sait rien de certaines choses sur Sherlock Holmes, on ne sait pas qui sont ses parents. On sait que Holmes, quand il va en Scandinavie, va prendre le pseudonyme de Sigurdsson. En allemand, Sieger, c'est la victoire. Son, ça veut dire fils de, dans les pays scandinaves. Fils de la victoire. Donc il va simplement considérer, son papa c'est pas la victoire, mais peut-être quelqu'un en tout cas qui est suffisamment glorieux, mais qui s'appellerait Monsieur Sieger, fils de Sieger. Et il va, c'est qu'un exemple parmi d'autres, il va saisir donc des manquements du canon pour expliquer comment il a rencontré telle et telle personne, et ce qu'il a fait de son enfance par exemple. Donc, alors maintenant il faut que je remette de l'ordre dans mes fiches, il y a quelqu'un qui les a fait tomber. Alors pendant que je cherche la suite de mon discours, je vais demander à M. Dominique Marquet de venir sur scène. Il ne manquait plus que ça. Que décemment j'avais pensé au départ arriver costumé en Sherlock Holmes et vous faire un striptease en enlevant tous les éléments qui n'étaient pas vrais. Au vu de la perfection de mon corps, je me suis dit que c'était peut-être vous infliger quelque chose d'insupportable. Mais vous voyez ce bel homme. Est-ce que pour vous, ce bel homme peut représenter Sherlock Holmes? Vous croyez que ce monsieur peut incarner Sherlock Holmes? Vous ne croyez pas que ce monsieur peut incarner Sherlock Holmes? Vous savez, la blague corse, elle te plaît ma soeur? Elle te plaît pas ma soeur? Eh bien, ce monsieur, on peut dire qu'il fait un Sherlock Holmes et un ami, ma foi, fort acceptable. Si ce n'est que c'est un pastiche du vrai. Vous avez vu cette moustache ridicule? Et pourtant, demain, on le verra tout à fait à l'écran, devenir le nouvel Holmes. Pourquoi pas? Si vous avez vu les dernières séries, par exemple la dernière série en date japonaise, qui s'appelle Miss Sherlock, Sherlock Holmes, chose difficilement à accepter pour nous autres
super mâle est une femme. Et en plus de ça, Watson est aussi une femme. Voilà ce que c'est que le pastiche. Et pourquoi dans cette série les deux sont des femmes? Peut-être parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on devrait encore plus les aimer, ces femmes. Et leur octroyer un rôle aussi important que celui de Sherlock Holmes, c'est une belle preuve d'amour, croyez-moi. Ensuite, dans d'autres séries qui sont un peu plus récentes, vous avez peut-être vu à la BBC, le Sherlock de M. Moffat et M. Gatiss en font quelqu'un de tout à fait d'autre époque. Au lieu du problème à 3 pipes dont je vous parlais tout à l'heure, Sherlock Holmes, s'il veut se débarrasser de son addiction au tabac, il se met des patchs à la nicotine. Donc au lieu d'avoir des problèmes à 3 pipes, il a des problèmes à 3 patchs. C'est pas drôle ça? Et on y croit en plus. Pourquoi? Parce que comme à son époque, Basil Rathbone, quand il incarne Sherlock Holmes, dans des films entre 1914 et un peu plus de 1930, va moderniser le personnage. On va le voir téléphoner, on va le voir prendre la voiture, on va le voir aller en Algérie, on va le voir aller à Washington. Donc c'est quelqu'un qui déjà à l'époque devenait international. Moffat aujourd'hui le met simplement au goût du jour, lui donne un sarcasme, un humour actuel, lui donne des problèmes actuels, mais malgré ça, tout le monde croit en Sherlock Holmes parce qu'il garde les éléments archétypaux de son personnage. Vous avez vu dans cette série qu'il avait une casquette, peut-être un petit peu différente. Il avait toujours cette air ahuri que tu as. Non, pardon, lui c'est le pastiche. L'air ahuri, c'est du pastiche. En fait, il a toujours l'air intelligent. J'adore le pastiche. Il adore le pastiche, vous voyez. Tout s'explique. Alors, merci, M. Marquet. Vous pouvez l'applaudir. Bravo. Preuve d'amitié d'incarner un pastiche de Sherlock Holmes, croyez-moi. Sinon, je ne suis pas sûr qu'il ferait partie de mes amis. Par ailleurs, il a d'autres défauts. Alors, je vous ai parlé, bien sûr, à travers quelques exemples, du cinéma, du théâtre, de l'œuvre littéraire de Conan Doyle lui-même, qui ont fait que, par la grâce d'évolutions successives, que j'appelle pastiche, mais qu'on pourrait appeler parodie, plagiat, apocryphe, font qu'aujourd'hui, Sherlock Holmes a dans l'imaginaire collectif un certain aspect. Il ne faut pas oublier un autre art que Padgett avait fait à titre d'illustration des œuvres de manière ponctuelle dans le canon de Lien, c'est l'illustration. Alors dans l'illustration, il faut savoir que du vivant de Conan Doyle, déjà dans la presse, puisque l'ancêtre de la bande dessinée c'est le comic strip, c'est les bandes dessinées dans les journaux, un pionnier de cet art, qui s'appelle Gus Mager, va créer un personnage qui s'appelle Sherlock the Monk. C'est pas un moine, c'est un singe. C'est un détective singe. Alors forcément, ça n'a pas fait trop plaisir à un certain Sir Arthur Conan Doyle, qui lui a dit « Vous arrêtez vos conneries, monsieur Gus Mager, je ne veux plus voir de Sherlock the Monk dans la presse. » Gus Mager, il avait déjà fait comme Conan Doyle son beurre avec ce personnage, donc il a décidé de lui changer son nom, comme Maurice Leblanc l'avait fait, de l'appeler Hawkshaw the Detective. Ce détective va accompagner pendant un nombre incalculable d'années les comic strips de différents journaux, et va notamment accompagner dans ces derniers moments peut-être la bande dessinée la plus durable des journaux, celle qui perdure le plus longtemps, c'est cette bande dessinée qu'on connaît en France sous le nom de Pim Pam Poum. Donc Sherlock Holmes est connu encore à l'heure actuelle dans de nombreuses adaptations en bande dessinée. Si vous suivez l'actualité des comics américains, vous allez le voir chez Dynamic Comics par exemple. Et puis dans les éditions Soleil, que vous connaissez bien en France, il y a une série dans la collection 1800. Sherlock Holmes apparaît à de nombreuses reprises. Donc c'est un mythe qui a littéralement été adopté par tous les médias. Et chaque média s'en empare à sa façon, en enlevant un élément ou en rajoutant quelque chose, mais il va toujours garder finalement ses accessoires et surtout le talent média. Alors, je vous ai décrit cette vision de Sherlock Holmes en vous disant c'est un patchwork du vivant, un patchwork de personnages antérieurs même à la création que Conan Doyle a faite, et qu'ensuite différents médias s'en sont emparés pour l'améliorer, le mettre au goût du jour, faire en sorte que cet ami incroyable d'aventure perdure à nos côtés. Maintenant, celui qui voudrait suivre Sherlock Holmes par la voie du pastiche aujourd'hui, je pense qu'il serait bien embêté, parce que aujourd'hui, peut-être même au moment où je vous parle, il y a peut-être 3 pastiches dans le monde qui sont écrits. Aujourd'hui, il y a peut-être au Japon 13 mangas, au moment où je vous parle, qui traitent du sujet de Sherlock Holmes. Les films
Aujourd'hui, on a passé plus de 250 films qui traitent de Sherlock Holmes. Donc bien plus que je vous disais, les inconnus comme Jésus ou Dracula dont je vous parlais tout à l'heure. Donc comment vous y retrouvez si vous voulez aujourd'hui suivre les aventures de Sherlock Holmes? Eh bien, si je devais, par ma modeste voix, vous transmettre un petit secret, ben, je vous dirais celui que Conan Doyle m'a transmis. Conan Doyle, un jour, quand on l'interroge, on lui demande quelles sont ses aventures favorites de Sherlock Holmes, parmi celles qu'il a écrites évidemment. Et il va en citer 14. Il va en éliminer 2 parce qu'elles ne correspondent pas vraiment à l'idée que le public doit retenir comme le vrai Sherlock Holmes, donc il en retient que 12. Et moi aujourd'hui, je vais vous donner ma vision personnelle, je vais vous dire les 12 pastiches qui pour moi semblent raisonnables de lire si vous voulez continuer à faire vivre Sherlock Holmes dans vos cœurs et dans vos têtes. Alors le premier que je pourrais vous donner comme conseil, qui est vraiment très agréable à lire, c'est d'Arthur Conan Doyle lui-même. Ça s'appelle Études en noir. Alors je vous donne bien sûr les références françaises. Études en noir, les dernières aventures de Sherlock Holmes. C'est paru aux éditions L'Archipel en 2004. Ce recueil est pour moi merveilleux parce qu'il traite dans son intégralité des auto-pastiches que Conan Doyle a fait. Dans la période que je vous disais, où il était dans une sorte de mélancolie maladive, il a fait revivre Sherlock Holmes sans le dire dans des autopastiches comme The Lost Special. On l'a traduit en France par Le Train volé ou Le Train perdu, quelque chose comme ça. Il a écrit aussi Comment Watson a appris le truc. Donc c'est des petits autopastiches savoureux parce que Conan Doyle se moque de lui-même en peut-être disant qu'il ne peut pas se passer finalement de Sherlock Holmes. Et il l'écrit dans ses autopastiches. Voilà pour moi ce premier volume est très important. Le deuxième, je l'ai cité tout à l'heure, c'est le fils de Conan Doyle, associé à son biographe John Nixon Carr, qui est aussi un très grand écrivain de la littérature policière. C'est associé donc à Adrian Conan Doyle pour écrire les exploits de Sherlock Holmes. Vous vous rappelez les fameux pastiches où apparaissent pour la première fois de manière littéraire la remarque élémentaire, mon cher Wilson. Ensuite, je vous cite évidemment celui que je vous ai cité tout à l'heure, Maurice Leblanc, parce que je suis aussi un grand fan d'Arsène Lupin, et je vous cite Arsène Lupin contre Sherlock Holmes. Dans la collection bouquins. Pourquoi dans la collection bouquins d'Herbert Lafont qui est paru en 86, c'est celle que j'ai évidemment, parce que je vous donne que des exemples de ma bibliothèque, mais parce qu'en plus de ça, vous avez l'Aiguille creuse et d'autres Arsène Lupin qui sont par ailleurs savoureux. Ensuite, je voudrais nommer l'œuvre d'un homme que je respecte éminemment et qui est quelqu'un de très sympathique, qui s'appelle René Réhouven, ou René Sussand, ceux qui le connaissent, qui a fait un volume de pastiches, d'ensemble de pastiches Sherlock Holmes, qui s'appelle Histoire secrète, qui a été vendu aux éditions de Noël, et c'est littéralement pour moi le chef-d'œuvre du pastiche. C'est un monsieur qui perpétue non seulement le personnage Sherlock Holmes, mais aussi le talent d'écriture que Conan Doyle avait, d'en dire tellement avec si peu. Ensuite, vous connaissez peut-être l'auteur qui s'appelle Nicolas Meyer, qui a été porté à l'écran pour un film qui s'appelle La Solution, ou un livre qui s'appelle La Solution à 7%, dans lequel vous voyez Sherlock Holmes être emmené par le Dr Watson dans le cabinet du Dr Freud et vivre une aventure savoureuse. Je vous le conseille particulièrement. Également, un auteur qui s'appelle Michael Hardwick, qui a également écrit la novélisation du film si admiré de Billy Wilder qui s'appelle La vie privée de Sherlock Holmes. Michael Hardwick a écrit aussi une œuvre sympathique, surtout pour les Français, qui s'appelle Sherlock Holmes et le prisonnier des lieux diables. Ce pastiche traite de l'affaire Dreyfus. Pour moi, qui adore à la fois l'histoire et à la fois le roman policier, voir Sherlock Holmes s'attaquer à l'affaire Dreyfus, quel meilleur justicier pour traiter de cette affaire. Je vous ai cité tout à l'heure Auguste Verlette, qui était de son vivant le seul à être autorisé à pasticher les aventures de Sherlock Holmes par Conan Doyle. Eh bien, je récidive en conseillant les enquêtes de Solar Ponce. Alors en France, peu de ces aventures ont été traduites, certaines sont parues dans le Mystère Magazine, qui traduisait, qui était la version française du Mystery Magazine, d'Ellery Queen. Et il faut lire donc les enquêtes de Solar Ponce en France, dans la bibliothèque voltaïque des Boutons électriques éditeurs, que j'ai acheté en 2011. Également une anthologie. Alors vous savez que Sherlock Holmes, j'ai parlé du pastiche, mais on le met à toutes les sauces, Sherlock Holmes. Sherlock Holmes demain va rencontrer les extraterrestres, et dans cette anthologie de Mike Resnick et Greenberg, s'appelle Sherlock Holmes en orbite. Et vous allez voir Sherlock Holmes dans des positions tout à fait... Quand je parle de position, évidemment, je ne parle pas du Kama Sutra, ça n'a pas encore été écrit, bien que je m'y attelle. Vous allez le voir dans des situations tout à fait grotesques et aussi science-fictionnesques. Donc pour moi, c'est un ouvrage savoureux parce que c'est une réelle belle parodie. C'était publié aux éditions à la Talente en 1999. Je vous cite également un passage qui est très controversé et que pourtant j'adore,
qui s'appelle L'Instinct des Carisseurs, qui a été écrit par Tom Hatter, qui est un roman plutôt gore et qui transpose un Sherlock Holmes absolument abominable dans un univers science-fictionnesque. Et pourtant, on est frappé d'admiration pour cet horrible détective. Donc je vous le conseille. Également, je vous conseille d'un Tibétain qui s'appelle Jamien Norbu. Je vous conseille de lire Le Mandala de Sherlock Holmes. C'est un livre épatant, parce qu'il est déjà écrit par un Tibétain. Vous savez que dans le fameux hiatus, les 3 ans de disparition de Sherlock Holmes, entre sa mort et sa résurrection, il va aller au Tibet. Le Tibet, évidemment, a une certaine connotation spirituelle, qui peut vous laisser imaginer quel genre d'aventure Sherlock Holmes peut y trouver. Mais il rencontre le Dalai Lama, il dit qu'il a rencontré le Dalai Lama. Il dit qu'il rencontre le Dalai Lama, tout à fait. Je vous conseille également, bien sûr, le livre d'un personnage qui nous a quittés il y a quelque temps et que j'ai eu la chance de rencontrer, pour parler de Sherlock Holmes notamment, c'est Umberto Eco, qui a écrit d'autres petites œuvres de pastiche Sherlock Holmes, mais le principal pour moi qui a donné un éclairage gothique au personnage, c'est celui du nom de la rose.